Uh. Yeah. Uh. Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, c'est une interview de pro qui nous attend. On a le plaisir de recevoir le français Rémi Comte. Alors Rémi, c'est un peu un ovni dans le monde du triathlon professionnel, puisque pour sa première année en pro, il est allé chercher une 18e place au championnat du monde Ironman. Excusez du peu, c'est quelqu'un qui a fait le choix de s'entraîner seul, sans coach. Mais c'est surtout un athlète qui a la tête sur les épaules et qui va nous parler de progressivité, de gestion de l'entraînement et de l'importance des fondamentaux, du sommeil, de la nutrition et globalement de l'hygiène de vie pour performer à plus haut niveau. J'espère que cet échange va vous plaire parce que nous, on a passé un vrai bon moment à discuter avec Rémi en toute simplicité et en toute transparence. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage un bon plan qu'on a en ce moment sur OpenTree, une offre qui va vous permettre deux choses. D'abord de tester gratuitement notre programme pendant 7 jours et ensuite de bénéficier de votre premier mois à 99 centimes. C'est une offre qu'on vous propose pour le lancement de la saison 2025. Alors si vous avez une compétition prévue prochainement, que vous voulez un entraînement cadré, structuré et le soutien d'un coach et d'une communauté, alors n'hésitez pas à essayer ce premier mois. J'espère que cela vous aidera à atteindre vos objectifs sportifs. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre dans le lien qui est dans la description de cet épisode, de renseigner le code saison 2025. On se retrouve très vite de l'autre côté pour démarrer l'entraînement. Et d'ici là, c'est parti, on se retrouve avec Rémi et Hermano pour l'épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Charlie est avec moi. Salut Charlie. Salut Armano, comment tu vas? Oh, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore trop la grosse fête. Je suis encore en pleine crève. J'arrête pas de faire des rechutes toutes les semaines, mais ça va aller, ça va aller. Le beau temps arrive, donc ça devrait aller mieux. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu au micro du podcast avec moi, parce que tu fais de temps en temps des épisodes seuls, mais avec moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré tous les deux. Ouais, ça faisait quelques semaines que j'avais pas pu me joindre à toi, mais là, ça va être un épisode, je pense, hyper intéressant avec quelqu'un dont vous connaissez probablement tous le nom et peut-être le palmarès. Donc voilà, ça va être, c'est un bon épisode pour signer un retour. Bon, eh ben écoute, bienvenue, bien revenu. Et tu parlais de notre invité. Eh bien, je suis très heureux de tendre le micro à Rémi Comte. Salut Rémi. Salut, je suis super content d'être sur le podcast. Ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience perso et mon expérience pro aussi maintenant depuis quelques années. Et je suis impatient de partager tout ça avec vous et avec votre audience de podcast. Super, avec notre audience de passionnés surtout, que ce Ouais. soit des hommes, des femmes, des pratiquants. D'ailleurs, rapidement, là, on se fait une petite digression, mais Charlie, en début d'année, on avait lancé un sondage sur le podcast et sur le média OpenTree. Qu'est-ce qui ressort rapidement, là, dans les grandes lignes, en termes d'audience? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des passionnés, des pratiquants, des gens qui découvrent le podcast et puis qui s'y accrochent et puis qui, grâce à nous, se mettent au triathlon? Qu'est-ce qui en ressort? Et ben en fait, il en ressort déjà qu'il y a pas mal de profils différents. C'est très hétérogène. Il y a des gens qui viennent pour la promesse du podcast qui est dans son titre, devenir triathlète, des gens qui débutent et qui souvent nous remercient sur des conseils pratiques ou des parcours qui les ont inspirés pour débuter. Mais on a aussi des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont capables de nous citer des résultats d'il y a 15 ans ou d'avoir des refs du triathlon des années 2000. Donc il y a un mélange de deux. C'est assez, alors c'est un peu majoritairement à l'image des parcs à vélo masculins, mais on a quand même une belle représentativité aussi des femmes là-dessus. Et puis après, on a des gens et alors c'est ça qui est marrant et c'est ce qui est l'intérêt aussi d'avoir uni nos forces, devenir triathlète et OpenTree il y a un peu plus d'un an, c'est que des gens qui nous connaissent des réseaux sociaux, des gens qui nous connaissent des programmes d'entraînement OpenTree, de YouTube, et en fait tout ce monde-là se réunit en podcast et peut désormais consommer soit en audio là sur vos plateformes ou soit en live vidéo sur YouTube. Donc c'est très hétérogène et voilà, le critère c'est des gens qui veulent apprendre ou s'inspirer autour du triathlon. Ouais, voilà, maintenant Rémi, tu as la pression. Tu as vu, notre audience, elle est hétérogène, hétéroclite, des hommes, des femmes, des pratiquants, des gens qui découvrent, des amateurs. Je sais même qu'il y a certains pros qui nous écoutent. Donc voilà, tu as un peu la pression quand même. Ouais. J'ai eu le profil d'amateur et de passionné que j'ai toujours maintenant, mais
Mais avant d'être pro, j'ai fait quand même différents autres sports avant de faire du triathlon aussi, qui ont rien à voir avec le triathlon. Bon, bah écoute, on va y venir justement. La première question que je pose à nos invités, elle est toute simple. Je te demande de te présenter. Je pense que tu le feras bien mieux que nous. Donc, dis-nous tout. Qui est Rémi Comte? Alors, j'ai 27 ans. Je suis triathlète professionnel, mais qui travaille à côté quand même. Donc j'ai un peu cette double casquette. Tiens, j'en profite, je fais une petite coupure. Est-ce que tu es triathlète qui bosse à côté parce que c'est un choix d'être, alors, entre guillemets, semi-pro, ou est-ce que c'est une obligation parce qu'on ne vit pas du triathlon? Un peu des deux. Je suis pas sûr que faire que du triathlon, ça me plairait. Donc, je suis content d'avoir mon travail à côté. Mais aussi, vivre du triathlon, c'est compliqué. Maintenant, il y a un niveau chez les pros qui est en pleine expansion et on voit les densités de courses qui sont complètement folles maintenant. Même sur des petites courses de rentrée, c'est impressionnant. Donc, en vivre maintenant, ça devient, je pense, encore plus compliqué qu'avant. Et aussi, moi, j'ai un peu cette envie de ne pas être plongé uniquement dans le triathlon et avoir quand même quelque chose à côté qui me fait un peu débrancher de ça aussi. Moi, tu sais qu'on s'est raté parce que la semaine dernière, j'étais chez mon papa à Antibes. Je suis passé pas mal à Nice. Bon, je voulais pas forcément qu'on se voit avant le podcast pour garder la primeur, tu vois, pour te découvrir en même temps que nos auditeurs. Mais la prochaine fois, je passerai te faire un petit coucou quand même. Ça marche. Et puis la prochaine fois, on fera des épisodes en live directement avec exactement. l'invité. Ouais. En plus, la semaine dernière, c'était sympa. C'était la seule semaine de soleil depuis un mois, je crois. Donc, moi, j'en ai bien profité. Bon, voilà, j'en ai profité pour le lâcher. Toi, tu es à Nice. Donc, au-delà, en dehors du triathlon, tu bosses, tu fais quoi comme activité professionnelle? Alors, je travaille au CHU de Nice et je fais de la gestion de projet en activité physique adaptée pour les personnes âgées. Wow, excellent. Donc, en fait, on met en place des programmes, un peu comme du coaching, mais du coaching adapté pour des personnes âgées. Et donc, on fait des évaluations, on les prend en charge donc sur des séances groupées, et après on les réévalue et ça nous permet de publier des articles scientifiques là-dessus. On pourra peut-être en parler aussi, justement, avant qu'on enregistre. On digressait un peu avec Charlie pendant que tu branchais ton matos. Et je disais que en début de semaine, j'étais à Marseille. J'ai rencontré Dylan Niabeuf, qui est déjà passé sur le podcast. Et on en a profité pour rencontrer des gens de l'INSERM, du CHU de Marseille, qui font de la recherche en oncopédiatrie, donc les cancers des enfants. Et notamment, on a rencontré 2 personnes qui font de l'APA, donc de l'activité physique adaptée, pour les enfants atteints de cancer, aussi bien dès le diagnostic que jusqu'à pendant toute la phase de traitement, voire la guérison, voire le post-guérison. Et ils notaient, donc ils travaillent aussi dessus, ils en profitent pour faire des papiers, des recherches scientifiques, mais ils notaient très sérieusement que l'activité physique, adaptée ou pas, mais en tout cas l'activité physique aidait énormément à la guérison et à la post-guérison du cancer. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez noté aussi chez les personnes âgées? Est-ce que l'activité physique, elle a un effet bénéfique sur la suite, sur la fin de vie, peut-être? Alors, il y a des projets qui sont vraiment spécialisés là-dedans, nous, chez les personnes âgées et chez des personnes moins âgées aussi. Et forcément, oui, ça a un impact parce que les malades arriveront forcément avec une condition physique plus élevée et au moment du traitement j'ai pas exactement tout en tête, mais au moment du traitement où ils pourront plus faire d'activité physique et se déconditionneront physiquement, et ben ils repartiront de quelque chose qui est moins bas que s'ils avaient rien fait avant, forcément. Bon, on va revenir à toi. Un peu comme un triathlète, quand il arrive pendant sa coupure, il va faire 2 semaines de coupure et quand il va reprendre, s'il était bien haut avant, il partira un petit peu de moins bas, quoi. Ouais, il partira un petit peu de moins bas. Et on pourra aussi parler de l'intérêt de la coupure. D'ailleurs, c'est marrant, je ne sais pas si tu avais vu dans les commentaires, Charlie, mais on avait fait il y a quelques semaines un épisode spécifique sur la coupure. Et il y a des auditrices et des auditeurs qui nous ont dit « Ah, mais je ne savais pas qu'il fallait faire une coupure, et surtout une coupure aussi longue. » Donc ouais, c'est des sujets, je pense, sur lesquels il faut encore qu'on documente et qu'on échange. Mais revenons à toi, Rémi. Donc, triathlète pro, il bosse en même temps. C'est quoi la répartition, le split dans ta vie? Tu es à 100% au niveau professionnel et à 100% au niveau triathlète pro. Donc, tu as 2 vies, 2 journées dans une seule journée. Comment tu splits ça?
Je suis à 80% moi au CHU, donc j'ai 2 demi-journées par semaine qui me permettent de m'entraîner. Globalement, ça fait un programme qui est assez chargé quand même, parce que j'essaye de m'entraîner à environ une vingtaine d'heures par semaine en dehors, en dehors d'en ce moment, par exemple, où je suis en vacances, où je me fais un petit stage à la maison. Euh, mais en fait, je vais essayer d'aller nager tous les matins avant d'aller au travail, par exemple. Donc, entre 6h30 et 7h dans l'eau. Et après, après le travail, sur mes journées complètes, je vais courir. Et sur mes demi-journées, je vais avoir le temps de rouler, faire des sorties un peu plus longues. Et après, le week-end, forcément, j'ai plus de temps et je travaille pas. Là, je vais faire des sorties vraiment beaucoup plus longues et des enchaînements, par exemple, en fonction de la période de l'année. Ouais. Et on parlait du statut pro que tu as en tant que triathlète. Alors, tu le disais, ne pas faire ça à 100%, c'est aussi un choix. Et ce statut pro, tu l'as choisi parce qu'il te permet d'avoir des conditions plus avantageuses sur les courses que tu vises, ou c'était aussi une manière pour toi de professionnaliser de façon ta pratique et de te mettre dans un autre statut? Le statut pro en France, pour rappel, il faut faire des résultats. Donc, par exemple, sur un Ironman, il faut être dans les 20 premiers et être à 8% du temps du vainqueur. Et par exemple, sur Challenge, c'est dans les 15 premiers et 8% du temps du vainqueur. Donc, c'est des critères bien établis. Moi, j'ai pu les faire en 2022. Je crois que c'était sur le Challenge San Remo. Euh, donc, j'ai choisi d'essayer d'aller en pro pour voir ce que ça donnait. Après, derrière 2023, ça m'a très très bien réussi. J'ai fait une super saison. J'ai fait mon premier Ironman cette année-là, donc c'était à Hambourg au championnat d'Europe et je termine 6e en 7h44. Donc pour un premier Ironman, j'étais vraiment super content. Je me qualifie au championnat du monde pour aller qui était à Nice, donc à la maison. Donc enfin, j'ai forcément pris le ticket sans réfléchir il y a vraiment aucun frais. Donc ça avait été Kona, ça aurait été un peu différent, mais je pense que j'aurais tenté l'aventure aussi. Et là, j'ai réussi, pareil, enfin, un peu à concrétiser ce que j'avais fait en juin à Hambourg en me qualifiant. Et j'avais terminé 18e donc à Nice sur une belle course aussi. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc 2023, une super année pour une première en pro. Et ça m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que j'ai continué après aussi parce que c'était Mais vraiment ouais, intéressant. un top 20 sur des championnats du monde sur la première saison complète en pro, c'est quand même un truc assez incroyable. Alors déjà, un top 20 pour un Français, voilà, il n'y en a pas des livres entiers, hein, des Français qui ont fait top 20 sur des finales de championnat du monde. Mais là, Cette le année-là, faire, oui. ouais, ouais, cette Ouais, année-là, cette oui. année-là, il y en Cette a eu année-là, beaucoup. oui. J'étais le Notamment cinq- un qui était top 1, hein, mais bon. J'étais Mais 5e français parce que de tête, c'est Sam qui gagne. Léon fait 5, Arthur fait 6, Clément fait 10 et Arnaud fait 12 et moi je fais 18. Mais du coup, oui, forcément, des top 20 au championnat du monde, enfin, rien qu'à voir l'année dernière, par exemple, à Kona, bah, il y a eu Léon qui a fait une super course qui fait 4e, Sam qui fait 18, je crois, et après, sinon, enfin, le reste de la course, ils sont un peu passés à travers. Après, c'est aussi des conditions particulières et aussi des calendriers annuels qui sont de plus en plus chargés, donc forcément des choses qui sont plus compliquées à viser, quoi. Ouais, puis il y a aussi une question de logistique. Tu l'as dit, 2023, les championnats du monde, ils étaient à Nice. Donc, Ouais. c'est à la maison. Ça simplifie aussi les déplacements. Et forcément, je pense qu'en termes de répartition de la population mondiale, bah, quand c'est en France, tu dois avoir beaucoup plus d'Européens quand même. Et quand c'est à Hawaï, tu dois avoir beaucoup plus d'Américains du Nord, du Sud et autres. Pas uniquement du fait de la sélection, mais aussi du fait d'avoir accepté le slot parce que bah, c'est parfois plus facile, ça coûte moins cher, etc. Ouais, mais par exemple, typiquement, en 2023, il n'y avait pas encore le T100 qui était arrivé, par exemple, pour le monde pro. Et en 2024, le T100 est arrivé et je pense que bah, c'est quand même une source de revenus qui est importante parce qu'il y a des gros prize money, il y a des prize money d'entrée aussi sur la course. Donc, ça fait que il y en a qui, enfin, la plupart ont été un peu appâtés par le gain et ont dû un peu courir toute l'année sur un engagement qu'ils avaient avec eux. Donc forcément, quand ils arrivent à Kona, ils ont déjà fait 5 T100 qui sont des courses qui sont très difficiles parce que il faut être à 100% du début à la fin si on veut faire une bonne perf. Donc je pense qu'il y en a qui sont arrivés un peu fatigués à Kona et d'autres qui
n'ont pas fait le Tessin, par exemple, qui étaient vraiment mieux. Je pense à Patrick Lange ou des gens comme ça qui sont vraiment concentrés sur les championnats du monde et au final, ça a fonctionné, quoi. Et ça, c'est intéressant, justement, ce que tu dis là-dessus. Effectivement, on le voit depuis que le Tessin est arrivé, c'est-à-dire qu'il réussit à capter une part importante des top athlètes mondiaux sur ces épreuves, notamment, comme tu le dis, avec un prize money qui est quand même très attractif. Ça, tu le sens en termes de changement dans le paysage que désormais, c'est plus uniquement l'Ironman et le challenge dans une moindre mesure, mais que ça commence à s'éclater et à attirer du monde un peu sur différents spots, différentes épreuves. Ça change un peu la dynamique de de concurrence, je veux dire, au fur et à mesure de la saison. Ironman, ils ont un peu réussi à concurrencer le Tessin avec le Pro Series là maintenant. Donc, il y en a qui font des choix. Il faut savoir que le Tessin aussi, il faut être dans les 20 meilleurs mondiaux au PTO ou des wildcards pour y participer. Donc, c'est forcément vraiment les top athlètes mondiaux, comme tu disais. Mais il y en a qui vont faire les deux. Je pense le Tessin et le Pro Series sur l'année parce que pareil, et ça va encore augmenter la densité de courses à faire et avoir, forcément, quand on veut réussir un vrai objectif, courir toute l'année, ça devient compliqué, surtout si c'est les championnats du monde sur Ironman. Un Ironman, c'est vraiment plus spécifique que des T100 ou des half, par exemple. Et donc, à voir comment ça va être aussi en 2025 là, avec tout ça. Il y a beaucoup de propositions pour les pros pour mieux gagner leur vie, entre guillemets. Alors forcément, si on veut se professionnaliser dans le milieu, on n'a pas trop le choix et courir un peu partout dans le monde, ça permet de rapporter de l'argent aussi. Donc à voir comment ils vont gérer ça. En tout cas, moi, ça me concerne pas parce que je suis pas pris au T100 et j'ai pas prévu de faire 5 half et 3 Ironman dans l'année. Il y a un sport que j'aime pas trop citer dans le podcast, mais juste par boutade, c'est le foot. De plus en plus, dans le triathlon, on va devenir des footballeurs, c'est-à-dire qu'on va concourir toute l'année, quoi. Les footballeurs, ils ont au moins un match par week-end, quasiment, pendant 9 mois dans l'année. Dans le triathlon, ça va finir comme ça. Donc, au final, la difficulté, ça va être aussi, au-delà de l'athlète, d'accumuler, d'assimiler la charge, mais aussi pour les entraîneurs, pour ceux qui sont accompagnés, de savoir gérer un calendrier, un planning qui se densifie, parce que se déplacer à l'autre bout du monde, ça demande une journée et demie de déplacement, une journée de récup, tu cours le week-end, puis tu repars, donc au final, tes semaines d'entraînement, elles vont surtout tourner autour de la compétition, non ? Ouais. Après, là maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est quand même une première partie de saison qui va être de avril à juin. Globalement, dans l'été, il n'y a pas grand-chose en course. Et après, ça va reprendre vers fin août jusqu'à octobre, novembre. Et maintenant, même avec les championnats du monde, par exemple, l'année dernière, qui était en décembre à Topo. Donc, l'enchaînement, la saison, elle est de plus en plus longue. Et je trouve que c'est quand même de plus en plus dur d'être compétitif. Vraiment, il y en a qui ont commencé en mars, par exemple. Je crois que Singapour, c'était début avril ou quelque chose comme ça. Pareil, il y a eu l'Afrique du Sud, et même il y a des courses dans l'hémisphère sud, et qui vont aller jusqu'en novembre, et qui sont vraiment à 100% toute l'année. Je pense que ça, c'est vraiment le plus compliqué. Surtout qu'il y a forcément faire des courses, tu te désentraînes parce qu'entre chaque, tu récupères. Donc après, il faut quand même te réentraîner un petit peu, même si bon, des Alpes, ça fait un très bon entraînement, mais en enchaîner 3, par exemple, sur une tournée, là, on a vu Casimir et Sandino qui sont allés en Amérique du Sud. Donc forcément, ils restent là-bas parce qu'il y a 2 semaines d'écart entre les deux, mais par praticité. Mais après, au fur et à mesure, ouais. Faut voir des saisons aussi longues comme ça laisse vraiment des traces, je pense aussi. Toi, tu disais, alors déjà, tu disais que tu es à 80% au CHU. Est-ce que tu es soutenu par le CHU ou c'est un choix que tu assumes financièrement, toi? Tu as demandé à passer à 80% et puis tu te débrouilles après avec tes revenus, notamment qui viennent du triathlon? Je suis à 80% et je touche un salaire de quelqu'un qui est à 80%. Ok. Donc du coup, effectivement, ça t'oblige à pouvoir compenser par ailleurs. J'imagine que les sponsors, les partenaires sont là pour pouvoir t'accompagner, t'aider. Et puis les primes de course. Tu disais aussi que tu as fait une super saison 2023, mais que là, tu n'es pas pris dans le T100. Donc ça veut dire qu'en 2024, début 2025, tu ne fais pas partie des 20 meilleurs mondiaux. Est-ce que ça veut dire que ta saison 2024, elle était un peu plus en demi-teinte que la 2023 ou
où tu as Ouais. super performé? En 2024, il y avait le Frenchman qui offrait une belle prime du coup pour un sub 8 heures que j'avais déjà fait moi en bourg. Donc je m'étais préparé pour ça en me disant que elle avait très bien commencé parce que j'avais fait Cannes la distance M et j'avais gagné. Donc ça c'était cool. Après j'étais Mais ça, parti c'était à pour la le maison. oui c'est ça. Et j'étais parti pour faire le Frenchman. C'était je crois vers la mi-mai ou début mai. Mais la course s'est pas du tout passée comme je voulais. J'ai eu des douleurs au dos, etc. à vélo, donc j'ai même pas couru le marathon après. Et après, j'ai fait le challenge Cagnes-sur-Mer et je suis tombé en descente. Je me suis rien cassé, mais en fait, je me suis ouvert le coude, j'ai eu des points, pareil, j'ai eu pas mal de pizza et tout, donc j'ai pendant 2-3 semaines, pendant 2 semaines, je me suis quasiment pas entraîné parce que j'avais mal partout. J'ai chuté en descente à 60 km/h, donc ça aurait pu être bien plus grave que ce que j'ai eu, mais déjà juste ça. Après, pendant l'été, moi, j'avais pas forcément d'objectif à la fin, donc j'ai juste fait un ALS en Italie à Emilia-Romagna en septembre. J'ai fait 20e et c'était un peu une course de fin de saison pour voir, pour terminer l'année 2024 compliquée niveau sportif en tout cas. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, quand tu dis que tu as eu des pizzas, c'est des brûlures, Ouais. voilà, c'est un petit jargon dans ceux qui font du vélo et qui tombent de temps en temps. Voilà. Je pense que vous visualisez bien. On tombe, on se fait une belle brûlure et puis voilà, on appelle ça une pizza. Ouais, donc 2024, c'est un peu la saison à part. Mais là, du coup, tu es remonté à bloc comme un, tu sais, comme un singe qu'on remonte là pour 2025. La saison, tu vas tout déchirer. Bah, du coup, ça m'a permis d'avoir une saison 2024 où je me suis pas forcément trop fatigué. J'ai pas forcément coupé à la fin de la saison parce que j'en avais pas l'envie, pas le besoin. J'ai fait quelques petites courses sur route, en course à pied. Ça m'a permis de continuer à progresser en course à pied. J'ai fait Marseille-Cassis, j'ai fait des semis, j'ai fait le marathon de Séville aussi la fin février. J'ai fait 2h23, donc j'ai fait un super chrono, j'étais vraiment content. C'est pas Et mal. du coup, 2h23 à sec, quand on parle de triathlon, de 23 sec, c'est pas mal. Mais imagine mettre un petit peu de vélo derrière, donc tourner un peu les jambes, ça fait un beau chrono, ça. Tu es toujours sur j'ai du fait sub 8 heures, là. juste derrière le record de France féminin de Manon Trapp. Ouais. J'étais longtemps avec elle pendant la course, mais c'était une super course en tout cas pour commencer 2025. Donc, franchement, je suis content. Là, j'ai fait une prépa marathon avec du vélo et de la natation, mais je courais beaucoup plus. Donc, forcément, j'ai bien progressé à pied. Là, j'ai un peu les effets de la prépa. Donc, en course à pied, je suis vraiment super bien. Un peu moins bien à vélo et en natation, mais là, j'ai fait 2 semaines de stage avec beaucoup de volume que je vais terminer là dimanche. Et j'espère pouvoir rattraper mon retard et pour être en forme pour commencer les courses. Et Et tu commences par... justement, Vas-y, vas-y. Ouais. les objectifs pour 2025, tu t'es fixé quoi comme case à cocher prioritairement là, sur l'année? Là, je vais faire le half de Aix, du coup, qui est un Pro Series, donc il va y avoir beaucoup de densité, une nata, je pense, vraiment rapide. Donc ça, c'est le 18 mai. Euh, et après, je fais l'Ironman de Francfort le 29 juin, qui est aussi un Pro Series. Je vise pas du tout les Pro Series parce qu'il y a un classement annuel, mais en tout cas, c'est des courses que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup, ça sera mes objectifs, surtout performer sur Ironman à Francfort et essayer quand même de faire un bon truc là après 2 semaines de stage sur le rebond dans 2 semaines pour Aix. Et pour l'instant, la deuxième partie de saison n'est pas encore définie. Ça dépendra forcément de Francfort et des choses comme ça. Il faut savoir que Francfort, c'est un championnat d'Europe aussi, donc il y a 6 slots pour les championnats du monde qui sont à Nice de nouveau. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà qualifiées. Je pense aux Norvégiens, par exemple, qui viendront. Donc, Iden, Blumenfeld et là, Casper Storm s'est qualifié aussi au Texas le week-end dernier. Donc en fait, c'est des mecs qui seront forcément devant moi, mais qui prendront pas leur place. Donc je me dis qu'en faisant un top 10, voire 12e, tu peux avoir ta place pour les championnats du monde puisque ça va se décaler.
Tiens, si on faisait un petit focus là-dessus, parce que pour les amateurs, on sait comment ça marche, hein, on concourt et puis il faut être le meilleur. Et puis quand il y a des slots qui sont dispo, bah, soit vous avez le droit à votre slot parce que vous êtes premier ou deuxième de la catégorie, soit bah, après c'est le roll down. Ceux qui sont devant, s'ils prennent pas, potentiellement vous êtes appelé puis vous pouvez avoir un slot et payer surtout. Chez les pros, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même concept ou est-ce qu'il y a parce que ça change un peu de temps en temps, enfin pas chaque année, mais il y a des saisons où il faut faire un ranking, puis finalement on revient à la qualif. Comment ça se passe chez les pros? Alors, chez les pros, c'est un peu différent. Donc, en fonction des courses, il y a un nombre de slots attribués en fonction de l'ampleur de la course. Par exemple, le Texas, c'était championnat des États-Unis, je crois, et il y avait enfin, d'Amérique du Nord, et il y avait 5 ou 6 slots distribués. Après, il va y avoir des plus petits Ironman, par exemple, genre un slot. Je pense notamment, par exemple, Lanzarote, je crois, il y a 1 ou 2 slots. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de niveaux dessus, mais ça reste une course qui n'est pas une course majeure. En fait, il y a des rankings de courses, quoi. Il y a enfin, événement platinium, or, argent, bronze. Et en fonction de ça, ça donne des rankings et aussi des primes de course qui sont différentes. Donc ça dépend vraiment de la course. Et après, en fonction des pros qui sont déjà qualifiés, ça va roll down de la même manière qu'en groupe d'âge. À savoir, des gens qui ont gagné, enfin des pros qui ont gagné les championnats du monde, ils vont être qualifiés automatiquement juste à condition qu'ils terminent un Ironman. Donc ils peuvent terminer 15e. À partir du moment où ils terminent, ils sont qualifiés. Il faut Bon, qu'ils c'est juste sur la valident saison, hein. Par exemple, si on prend Sam, c'est pas parce qu'il a gagné en 2023 que jusqu'en 2040, il aura juste à boucler un Ironman pour être championnat du monde. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est pendant 5 ans. Ok. Quand tu gagnes, c'est ça. Et je crois que deuxième ou podium, une histoire comme ça. Par exemple, Patrick Lange, il est, il est qualifié pendant 5 ans vu qu'il a gagné l'année dernière, mais il a gagné aussi avant, etc. Donc je sais pas les conditions exactes, mais parce que je me suis pas encore intéressé et j'ai jamais été concerné. Ça viendra, ça Mais, viendra. mais en tout cas, il y a ces conditions-là. Donc c'est pas mal parce que du coup, sur des grosses courses, des personnes qui viennent comme ça, moi bon, j'avais fait 6e à Hambourg, mais par exemple, il y avait 5 slots. Donc s'il y avait les 5 premiers qui n'étaient pas déjà qualifiés, j'avais pas mon slot. Mais il y avait Yann Frodeno qui avait gagné les championnats du monde, par exemple, déjà une fois, donc qui avait juste à valider une course pour avoir son slot. Il y avait déjà une autre personne qualifiée. Je crois que le 8e a pris son slot pour Nice, par exemple. Ok. Donc ça, c'est des Et choses à prendre en compte, je pense, aussi pour se qualifier. tu le disais, sur ce genre de course, cette grosse densité, toi, ça va peut-être te permettre d'aller viser un top 8, un top 10, un top 12, avec des mecs qui sont des grosses pointures mondiales devant. Tu sens une dynamique de course différente et est-ce que toi, ça te permet de te tirer vers le haut quand tu es face à des gars comme ça? Alors, enfin, c'est à double tranchant parce que déjà maintenant ça va nager très vite parce qu'il y a vraiment enfin, les JO de Paris sont passés, donc on voit de plus en plus d'athlètes du court distance qui viennent sur longue distance, qui nagent vraiment très rapidement. Donc ça a un peu enflammé la course au début de la natation. Et C'est après, quoi en là fait, c'est quoi les temps, enfin les records sur le 3008 en ce moment? ouais, je pense que ça nage à peu près aux alentours de 46, 47 sur le 3008. Moi, je serais content si je nageais en 49, 50. Donc, je joue pas en fait forcément devant en natation. Donc après, ça me permet d'être dans le deuxième pack. Et pareil, maintenant, on voit un peu des groupes de vélo. Il y a des ambiguïtés souvent sur le drafting, etc. Ils sont en train d'essayer de régler ça avec le Race Ranger ou des méthodes plus objectives pour contrôler vraiment enfin, les règles. Parce que avant, bon, bah, les arbitres, il y en a forcément pas assez pour. Il y a un groupe de 20 personnes, il faudrait 4 arbitres pour le groupe entier pour pouvoir bien vérifier tout le temps. Et il n'y a pas assez d'arbitres, par exemple, là-dessus. Donc forcément, c'est des choses qui, enfin, ça fait partie de la course, hein.
les pénalités, les sanctions, etc. Et ils ont un peu revu tout ça, les temps de pénalité aussi, je crois, Ironman sur 2025. Ah, ça me fait Donc, penser à un truc, Charlie, on a un business. On va créer une société de drones pour contrôler les courses. Dans quelques années, on y sera. Hein. Dans c'est quelques sûr. années, on y sera. Ouais. Ou alors ou la solution des trackers sur les vélos qui permet de mesurer en instantané la distance entre les deux vélos, ce genre de truc. Hein. Ouais, mais après, je sais pas s'il y a des retours directs vers les arbitres. Je pense que si, mais en fait, là, pour l'instant, ça va être juste les Pro Series qui seront avec les Race Rangers. Donc, AX, Francfort et tout ce que je vais faire. Donc, ça règle un peu plus le problème de drafting et d'arbitrage, etc. Parce que des fois, ça arrive, des arbitres, j'ai déjà vu des courses qui vont, qui vont sanctionner un peu à l'œil au final et c'est dur à un peloton, un groupe de vélos qui va à 45 km/h d'évaluer un vrai 12 mètres vs un 10 mètres. C'est un peu, c'est très subjectif, quoi. Et ce Race Ranger dont tu parles, pour celles et ceux qui connaissent pas, tu nous l'expliques rapidement? Alors, c'est un capteur qui se met sur le vélo. Il y en a un à l'avant, un à l'arrière du vélo. Et en fait, ça permet de mesurer la distance entre les vélos. J'ai jamais couru avec, et ça clignote de différentes couleurs en fonction de la distance. En gros, c'est vert si tu es assez loin, orange si tu commences à rentrer dans la zone. Et en gros, c'est rouge quand tu es dans les 12 mètres. Et quand c'est rouge, normalement, tu es censé dépasser parce que tu es rentré dans la zone de dépassement. Et tu as 25 secondes pour dépasser chaque athlète. Donc, il faut savoir 25 que quand secondes c'est quand tu roules à 50 à l'heure, vas-y. Hein. quand c'est un groupe de 20, par exemple, si tu commences à doubler 1, tu es obligé de doubler les 20. Donc, ça te fait un long effort de 20 fois 25 secondes. Et tu n'as pas le droit de revenir au milieu à chaque fois. Donc c'est aussi ça qui est compliqué maintenant avec les courses où il y a beaucoup de densité parce que ça va être des gros groupes. Et forcément, à partir du moment où tu rentres dans la zone, réglementairement, tu es obligé de doubler. Et s'il y a 20 personnes devant toi, tu es obligé de doubler les 20, quoi. Ouais, donc ça rajoute une pression, donc charge mentale, mais ça rajoute aussi de la pression physique, parce que quand tu commences à doubler une personne et que finalement tu en as 10, 15, 20 à doubler, il faut sacrément appuyer sur les jambes et développer les Ouais, watts. Et puis on n'est pas sur Ironman, on n'est pas toujours sur un vélodrome avec une route très très plate où tu peux ajuster tes watts par rapport à ton dépassement, quoi. ouais, clairement, mais c'est quelque chose à prendre en compte maintenant. Et voilà. Donc, c'est soit rester dans le groupe et jamais rentrer dans la zone, avoir son effort constant au final sans avoir à faire d'à-coups, etc. Ou alors tenter des trucs, mais sur un Ironman, c'est quand même très long et c'est différent d'un half, quoi. Un half, ça peut te permettre d'un peu jouer parce que ça va durer 3 heures, entre 3h30 et 4 heures globalement sur une course pro en fonction du dénive. Mais sur un Ironman, c'est forcément le double. Maintenant, on voit des 7h30, etc. Mais quand même, 7h30 d'effort, c'est au moins 4 heures à vélo. Donc, s'il y a une dynamique de course qui est un peu punchy et tout, c'est risqué de vouloir doubler et se cramer un peu, quoi. Yes. Et tu disais donc par rapport à cette densité-là à l'avant, donc c'est à double tranchant pour toi, c'est-à-dire que tu disais ça nage beaucoup plus vite aussi, ce qui fait que sortir dans le premier pack maintenant c'est compliqué. Et par contre après sur le reste de la dynamique de course, j'imagine que même en étant sorti à 2, 3, 4 minutes de la tête, il y a quand même du monde avec qui faire un groupe. Ça, tu sens le bénéfice aussi de pouvoir être avec des gars comme ça et d'avoir plus de densité. Forcément, on voit par exemple Cameron Wurf, Léon Chevalier, et des mecs comme ça qui roulent très fort et qui se retrouvent un peu esselés après la natation et isolés. Donc, ils sont un peu obligés de faire l'effort pour revenir. Et ils forment des groupes pour rentrer. Donc, ça permet aussi d'essayer de revenir un peu avec eux
parce qu'ils imposent une dynamique qui fait que leur but, c'est de revenir le plus proche de l'avant de la course. Devant, ils se regardent pas non plus, hein, ils roulent fort. Donc, le but, c'est qu'il y ait le moins de monde qui rentre. Donc, pareil, c'est souvent les 4 minutes, on les retrouve à la fin du vélo, si c'est pas plus. Si c'est pas plus. En tout cas, moi, par exemple, le seul Ironman qui s'est passé un peu comme ça, c'était Hambourg. Euh, ils étaient sortis, je crois, avec oui, 3-4 minutes d'avance. Et au final, le groupe pose avec, je crois, peut-être 5-6 minutes d'avance, quelque chose comme ça, le groupe de devant. Donc forcément, ils reprennent du temps, donc c'est encore du temps en plus à reprendre la course à pied après. Ça change aussi la dynamique de course parce que avant, suivant ton niveau en natation, tu arrivais quand même à reprendre un petit peu en vélo et à limiter les dégâts en course à pied. Là, clairement, maintenant, il faut être très, très, très fort en course à pied. Donc, pas tout cramer en vélo pour pouvoir appuyer plus en course à pied et aller soit récupérer les minutes que tu as laissées après la natation et qui sont restées constantes ou qui se sont amplifiées en vélo, soit essayer de diminuer, enfin de limiter les attaques de ceux qui viennent derrière. Ouais. Ben là, on parlait de densité, pareil, en course à pied, ça a vachement évolué. Avant, des moins de 2h50, on n'en voyait pas beaucoup sur Ironman. Maintenant, le top 10 pro court moins de 2h50, voire moins de 2h45 en fonction des conditions. Donc oui, c'est encore évolué, pareil. Donc maintenant, les trois disciplines vont vite. Il y a plus vraiment de triathlètes qui est très fort à vélo, qui reviennent et qui court un marathon en 2h50 et qui gagne un Ironman, ça n'existe plus. Ouais. Et du coup, toi, comment est-ce que tu organises, comment tu construis tes entraînements pour pouvoir justement être gagné en force en natation pour pas sortir trop tard, rester fort, voire t'améliorer en vélo et puis surtout avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pieds pour tout donner en course à pied? Dans une semaine, par exemple, préparer un Ironman, ça demande quand même beaucoup de volume, un petit peu moins d'intensité. Même si maintenant les dynamiques font que il faut être capable de sortir des watts, courir vite, etc. Ouais, Donc le dicton du triathlon, quoi. Tu commences vite, tu accélères au milieu, puis tu finis à fond. c'est devenu ça, ouais. Même sur un Ironman. Donc ouais, maintenant c'est devenu ça. Moi après, par exemple, je vais essayer de caler une séance d'intensité dans chaque sport dans la semaine, et après le reste ça va être globalement de l'endurance, des entraînements assez faciles. Et je m'entraîne pas vraiment dur, c'est juste que je m'entraîne souvent. Je m'entraîne au moins 2 fois par jour tous les jours. Donc ça va être entre 14 et je sais pas 18 fois par semaine. Enfin, plus tu rajoutes le renfo, plus la Enfin, PPG, plus alors, la méditation, plus. gros point noir, je fais pas de renfo du tout. Aïe, aïe, aïe. Mais je me blesse pas, donc ça va. Mais ouais, je pense en contrôlant l'intensité, etc., il y a, il y a ça aussi qui fait que enfin, j'arrive à pas trop me blesser. Je suis ultra conscient que le renfo, c'est très, très important. Et c'est juste par souci de temps et d'envie aussi, parce que je le fais c'est par passion. Et en fait, faire du renfo, c'est sûr, ça a un intérêt, mais enfin, j'ai pas forcément envie de le faire, donc je le fais pas. Si ça se trouve, je serais beaucoup plus fort si j'en faisais. Ça se trouve, je le serais moins parce que du coup, une séance de renfort remplacerait une séance de course à pied par le côté temps, ou une séance de vélo ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est des questions que je me suis posées déjà. Là, cette année, j'essaye de vraiment me concentrer sur juste le tri, m'entraîner bien, correctement, faire beaucoup de semaines avec du volume et en essayant de les garder toute l'année. Je pense que c'est vraiment ça qui paye aussi. Euh, et donc voilà. Donc après, moi, c'est des choix que j'ai faits. On verra si c'est les bons choix. Mais pour l'instant, par exemple, pour le marathon, enfin, ça a bien fonctionné pour le moment. Donc, c'est une discipline parmi les trois, mais je pense que je vais pas trouver la formule magique, mais j'ai un peu compris comment ça se passait.
Et puis avec l'expérience aussi des années maintenant, ça fait 10 ans que je fais du triathlon, les choses à faire, les choses à pas faire. Et justement, comment tu répartis, comment tu penses ton entraînement entre les 3 disciplines? Est-ce que, c'est des cycles qui évoluent au fur et à mesure de l'année et tu mets le focus sur une discipline différente, au fur et à mesure de la saison? Est-ce que tu as ciblé, une faiblesse, sur laquelle il faut que tu te concentres? Comment tu répartis ça? Bah, en fait, à un certain niveau, le problème, c'est que pour se concentrer sur une discipline, il faut un peu en délaisser une autre. Au début, forcément, quand on va commencer le triathlon, s'entraîner dans les 3 disciplines va permettre de faire progresser les 3 disciplines. Et par exemple, le vélo va aider à faire progresser en course à pied. Pour la natation, il faut vraiment, il y a pas, la course à pied va pas faire progresser la natation, ça c'est faux. Mais le vélo va faire progresser la course à pied, ça on le voit beaucoup. La course à pied, elle fait pas progresser le vélo, malheureusement aussi, ça marche pas. Ouais, tu peux dire que tu fais un peu de PPG en vélo, enfin en course à Euh, pied pour le vélo. ouais, non, même pas. Et le vélo, par contre, oui, il fait bien progresser la course à pied. Moi, par exemple, pour le marathon, ma plus grosse semaine, je crois que j'ai fait 115 km. Donc, ça reste un beau volume, mais enfin, je pense C'est pas énorme que. pour un marathonien. Ouais, voilà. Donc, en fait, je faisais des séances de course à pied sur de la fatigue induite par le vélo. Donc, forcément, je travaillais aussi bien. Donc c'est des choses qui bénéficient l'une à l'autre. Là, moi, pendant l'hiver, j'ai vraiment mis le focus sur la course à pied vu que je préparais un marathon. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? Je sais pas. Euh, on verra ça sur un triathlon. De 23 sur marathon, ça parle quand même un peu, quoi. Oui, mais si le vélo est complètement nul à côté, ça sert plus à rien. Mais après, j'ai gardé du vélo, j'ai gardé de la natation, comme je disais, donc j'ai espoir à ce que ça fonctionne. Là, j'ai bien repris à rerouler après le marathon, etc. Donc je pense que à vélo, je suis en train de bien revenir, voire de progresser par rapport à avant. Et la natation, pareil, j'ai trouvé un bon petit rythme. Donc voilà. Le vélo, ouais, là, avec les 2 semaines de volume au final du stage, ça va me permettre d'un peu revenir à voire être mieux qu'avant, j'espère. C'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus dans ta présentation, on est passé direct au sujet, mais tu disais que ça fait 10 ans que tu fais du triathlon, mais que tu venais d'autres sports qui n'avaient pas forcément à voir avec le triathlon. C'est quoi ton histoire sportive? Quand est-ce que tu découvres le sport? Dans quel sport tu te lances? Et comment tu découvres le triathlon après? Alors moi, il faut savoir que je viens des Antilles, donc de Saint-Martin. Je suis né là-bas. Donc globalement, là-bas, on fait surtout des sports nautiques, pas forcément du triathlon. C'est une petite île, donc il n'y a pas beaucoup de place. Après, moi, en étant tout petit, comme beaucoup d'enfants, j'ai fait du judo, et j'ai fait un peu de natation, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai un peu touché à tout, et tout me plaisait, donc je faisais un peu de tout. J'ai jamais été vraiment spécialiste en natation, en athlé ou en vélo, par exemple. Euh, Après, ça m'arrivait de faire, enfin, je sais pas, le week-end, d'aller faire du vélo avec mes parents, comme ça, enfin, sans vraiment avoir de cadre. Après, moi, j'ai un peu totalement arrêté ça. Je me suis mis à la planche à voile et au surf, qui sont des sports vachement plus fun que le triathlon. On se le cache pas. Parce que il y a de plus ce côté un peu cool, déjà de la vision du surf et de la planche à voile. Donc, c'est, c'est ça. Donc, ça, j'en ai fait pendant 8 ans. Et à En la mode fin, compétition parallèlement, ou en mode loisir? à la fin, en mode compétition, ouais. Pareil, le surf aux Antilles et la planche à voile, c'est un peu la densité du triathlon en France. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux parce qu'il y a forcément des conditions. La Guadeloupe, pareil, c'est un vivier de surfeurs pro qui est important. Saint-Martin, il y en a eu quelques-uns aussi. En même Donc temps, quand oui, tu habites sur une île, il y a un petit peu plus d'exposition, surtout au milieu de l'océan. En France, si tu veux faire du surf, en gros, c'est de la frontière espagnole jusque dans les Landes, quoi. Et donc, c'est plus compliqué quand même. ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, il y a des conditions qui permettent de le faire et qui favorisent le développement du niveau. Donc oui. Après, moi, j'ai commencé à me mettre au triathlon. Je courais assez bien. Avec le surf et la natation quand j'étais petit, bah, je nageais correctement aussi. Le vélo, il n'y a pas de secret, hein. Le volume fait qu'on progresse.
Le vélo, il y a des qualités un peu physio, mais ça va être vraiment. Le vélo, j'ai rarement vu quelqu'un qui roule 200 km par semaine être très fort à vélo, ça n'existe pas. Ouais. Enfin, on voit les cyclistes pro et enfin, ils font des semaines à 800, 900 km. Enfin, et c'est pour cette raison qu'ils sont forts. Les marathoniens, ils courent vite parce qu'ils courent 200 km par semaine maintenant. Le volume vraiment a vraiment une importance. Je pense que c'est primordial dans le sport d'endurance en tout cas. Ouais, encore Euh, plus en vélo, comme tu le dis, parce qu'encore, en course à pied, il y a de la technique. En natation, il y a énormément de technique. Si tu commences à nager ou à courir tard, c'est un peu plus difficile à acquérir que quand tu prends les bons gestes quand tu es gamin. Mais le vélo, oui, il y a un peu de technique, pousser, tirer sur les pédales, tenir le volant, tenir en équilibre, etc. Mais une fois que tu as acquis ça, la seule chose qui va te faire progresser, effectivement, c'est des bandes, des bandes, des bandes, quoi. Alors qu'en course ah à pied, oui, c'est pas une clairement. technique à la con, ou en natation, si tu sais pas super bien nager et que tu poses pas bien le bras, t'as pas la sensation de l'eau, tu vas pouvoir borner. C'est pas dit que tu deviennes un des meilleurs mondiaux, quoi. Ouais. Bah après, le fait d'aller fréquemment dans l'eau fait que tu deviens aussi bon nageur parce que si tu nages 2 fois par semaine, c'est sûr que ben, tu peux pas prétendre à être un bon nageur. Mais si tu es 6 fois par semaine à être tout le temps dans le même milieu, dans un milieu aquatique, tu vas. Enfin, au plus tu t'exposes à un milieu, au plus tu t'adaptes. Donc forcément, ça vient avec. Mais oui, mécaniquement, si tu cours tous les jours, enfin, c'est mieux de courir 7 fois 10 enfin, 6 fois 10 kilomètres que 3 fois 20 en tout cas, par exemple. Ouais. Après, c'est intéressant aussi de faire des 20 kilomètres suivant ce que tu prépares, mais au plus tu es exposé fréquemment, au plus ça marche, quoi. Et justement, sur ce point-là, un point qu'on n'a pas abordé, toi, tu es coaché. Tu as un coach qui te prépare tes programmes. Ou est-ce que tu fais ça en J'ai solo? j'étais coaché, j'ai choisi de faire tout seul maintenant avec la contrainte du travail, etc. Donc, ça fait que depuis octobre maintenant. C'est juste par envie d'essayer des choses, de me gérer moi-même et tout. Donc, pareil, on verra si ça fonctionne, on ne peut pas savoir. Et je pense que, en fait, je suis complètement d'accord que d'avoir un avis extérieur, c'est ultra important dans, dans la prise de décision et dans les choix qui peuvent être faits. Pareil, la discussion entre l'athlète et l'entraîneur, c'est ultra utile. Et puis dans Du la limitation de la charge mentale, c'est-à-dire, ok, tu discutes, tu échanges avec ton entraîneur, mais ton entraîneur, il te fait un plan, tu as juste à suivre le plan. Là, c'est toi ouais, qui réfléchis, tu construis ton plan, tu essaies de réfléchir à ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, tu discutes avec toi-même finalement, et donc ça rajoute aussi un peu de charge mentale. ouais, j'ai 2 personnes en moi, un athlète et un entraîneur. Mais du coup, ouais, bah, des fois, je me remets un peu en question, mais après, enfin, j'ai un peu compris globalement ce qui fonctionnait pour moi. Par exemple, enfin, j'ai fait de l'athlétisme, donc on a fait par exemple énormément de VMA, des séances de piste, des séances spédi kilomètres, enfin, avec des intensités très élevées. Et moi, honnêtement, je ne progressais plus. Par exemple, si on prend une semaine quand j'étais en club d'athlé, bon, le lundi, on faisait un footing. Le mardi, on faisait de la PPG, donc des séances de côte. Donc pareil, c'était de l'intensité. Le mercredi, on faisait une sorte de séance de VMA. Le jeudi, on faisait une fausse SV1 parce qu'on courait tous beaucoup trop vite. Donc, forcément, on avait encore de l'intensité. Donc, enfin, je sais pas, on faisait des 35 minutes le lendemain d'une séance de VMA à 3,35, 3,40. On a tous fait ça. Ce qui est totalement faux maintenant. Parce que moi, maintenant, je fais mes séances de SV1 alors que j'ai progressé à 4 kilos, quoi. Donc, parce que c'est des moments où justement j'essaie de pas me fatiguer plus. Et le samedi, par exemple, on refaisait de l'intensité, une spé 10 km. Et le dimanche, ça dépendait des périodes de l'année, mais globalement, soit une sortie longue en faisant un footing, soit de nouveau une SV1. Bref, en fait, je faisais énormément d'intensité et je progressais plus. Et là, le fait d'avoir réduit toute l'intensité que je faisais, je fais plus de VMA du tout, par exemple. J'ai pas fait de séance de VMA depuis, waouh, ça doit faire 1 an et demi, quoi. J'ai pas mis les pieds sur une piste depuis 1 an et demi, un truc comme ça, parce que enfin, ça me saoulait. Et au final, j'ai continué à quand même bien progresser en course à pied. Euh, Pareil, le marathon, c'est encore autre chose parce que forcément,
c'est très loin des séances de VMA. Après, si on prépare un 3000, des choses comme ça, on est obligé de passer par là parce que ça demande un peu de vitesse. Mais il faut toujours garder en tête l'objectif final parce que même un 10 km, la VMA, bon, c'est bien, mais au final, c'est plus le temps de soutien du seuil qui sera important, une allure élevée, quoi. Et ça, tout ça, c'est des trucs qui, en athlétisme, on faisait beaucoup d'intensité. Au final, moi, ça me permettait pas d'en bénéficier et de continuer à progresser. Au final, de réduire l'intensité, de rajouter un peu de volume et vraiment faire les séances faciles, la SV1 plus en dedans et tout, bah, ça m'a permis de vraiment repasser des steps encore et ça. Après, en débutant, on est un peu obligé de passer par tout ça parce que ça demande des développements physio qui sont propres et qui sont développés avec la VMA. Mais après, arrivé à un certain moment, enfin, je sais pas, moi, le dernier test de VO2 max, par exemple, j'avais 78 ou 79. C'est des trucs que je vais plus développer maintenant. Des choses mon but, c'est de pouvoir courir à la plus haute fraction de VO2 max le plus longtemps possible. Donc, je sais que enfin, je ne vais pas pouvoir augmenter ma VO2 max, c'est terminé. J'ai 27 ans. Ouais. C'est pas en faisant de la VMA ou des choses comme ça qui fait que je vais la faire, je vais la pousser, quoi. Et du coup, ça, le fait de pouvoir se coacher seul, ça se base, comme tu le dis, sur ton expérience et sur les choses que tu as compris depuis toutes ces années d'entraînement. J'imagine que ça requiert aussi quand même de creuser le sujet et d'aller s'intéresser à la science de l'entraînement. Tu avais déjà des connaissances là-dessus? C'est un sujet qui t'intéresse, j'imagine? Moi, j'ai fait, dans ma formation, j'ai fait un master en STAPS, en entraînement et optimisation de la performance sportive. Donc, en gros, c'est plus ou moins mon travail. Donc, c'est des choses que je m'intéresse depuis la fac, etc. Donc, j'ai vu l'évolution, enfin, pareil, les méthodes d'évaluation, les méthodes d'entraînement, etc. Donc, c'est forcément des trucs qui me plaisent et moi, je baigne dedans. Donc, c'est des choses que j'ai vu évoluer, des choses que j'ai vu fonctionner, des choses que j'ai pas vu fonctionner, même chez les autres, les entendre parler, des fois, enfin, il y en a, ils font des séances, je me dis, mais enfin, comment c'est possible de passer des trucs pareils? Et au final, un jour de course, ils seront pas forcément meilleurs parce qu'en fait, au moment de leur séance, ils seront vraiment à 100%, alors que vaut mieux faire 80% plein de fois que 100% une fois, quoi. Et merci, 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 merci de le dire et de le redire et de le redire. C'est pas en devenant tout rouge tous les jours à chaque entraînement et en finissant sur les genoux qu'on progresse. Merci. Ouais. Oui, C'est une comme séance. Tu l'as dit. tu te brosses les dents tous les jours, 2 fois par jour, et tu le fais pas une fois à la fin de la semaine pendant 30 minutes, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, mais tu l'as dit en début d'épisode, toi, tu mets une séance d'intensité par sport dans la semaine, alors que tu t'entraînes 14, 15 fois dans la semaine. Donc, 3 sur 15. Voilà. Et merci de le redire. L'intensité, c'est bien pour progresser, il en faut, mais souvenez-vous de la loi de Pareto, quoi. 80-20, 80% d'endurance. Et dans ces 80% d'endurance, on redivise encore en 80-20 avec 80% d'endurance plutôt basse et 20% d'endurance plutôt haute. Enfin, voilà. Ça sert à Et rien encore, le 80-20%, il est bien, mais si on parle en répartition de zone ou par exemple en fréquence cardiaque, etc., c'est impossible de faire 20% d'intensité en répartition de zone parce que ça fait beaucoup. Par exemple, sur une semaine à 30 heures, ça veut dire que mon 20%, il devrait être, je sais pas, 8 heures d'intensité, ce qui est impossible et ce qui est jamais faisable. Il vaut mieux parler en répartition de nombre d'entraînements en parlant de thème, par exemple. Comme tu dis, 3 entraînements durs sur 15 séances dans la semaine, ça fait, on y est, quoi. Ouais, et puis surtout, ça dépend aussi des capacités de chacun. Toi, tu peux t'entraîner 15 fois, mais il y en a dans ceux qui nous écoutent qui sont des amateurs et qui peuvent s'entraîner 3 fois ou 4 fois par semaine, tout sport confondu. Et dans ce cas-là, il faut Une séance réussir à d'intensité trouver la ration. suffit et par exemple, je sais pas, s'il s'entraîne 4 fois dans la semaine, la semaine 1, il va faire une séance d'intensité en natation, la semaine 2 en course à pied, la semaine 3 à vélo, et après le reste, ça reste de l'endurance. C'est pas parce que tu t'entraînes vraiment dur que c'est là que tu progresses. En fait, le problème, c'est que si tu t'entraînes 4 fois, à 4 fois tu fais de l'intensité, bah, ça va durer 2 mois et au final, à la fin, tu vas être fatigué, et tu vas te blesser et du coup, tu vas pas pouvoir continuer à t'entraîner. Après, on voit souvent des gens, peut-être de moins en moins maintenant, qui font des prépas
un Ironman qui dure 6 mois, ils n'ont rien fait avant, ils vont faire 6 mois de préparation pour un Ironman et après ils vont tout arrêter. Donc forcément, c'est des gens qui sont un peu contre le temps, mais parce qu'ils veulent réaliser un défi personnel et tout. Alors oui, ça marche des fois, mais tu as quand même 50% de chances de te blesser pendant ta prépa et ton Ironman, ce sont. Ouais, Ouais, puis- merci de repréciser ça aussi, hein. Le triathlon, comme tout sport d'endurance, c'est un sport à maturité longue et préparer un Ironman sur 6 mois en n'ayant rien fait avant et en ne faisant rien après, c'est pas le meilleur des deals et la meilleure façon de progresser. Et Ça justement, peut tu vois, marcher que- en fonction du passé de la personne aussi, ouais, ouais, mais, c'est pas optimal, quoi. On se donne pas toutes les chances, quoi. exactement. Puis et Et surtout, c'est pas parce que ta première saison, ça marche bien et tu performes et tu t'éclates et puis tu atteins tes objectifs, que la saison 2, 3, 4, 5, tu vas pas t'éclater littéralement et défoncer ton corps parce que bah, finalement, peut-être que ça va tenir une saison et demie, mais il y a un moment, ça va craquer, quoi. Oui, d'où l'intérêt de la coupure aussi qu'on disait en fin de saison. Et ça, pareil, c'est des choix qui sont à faire aussi en fonction de l'expérience. C'est pas obligatoire, entre guillemets. Enfin, je sais qu'il y a des athlètes qui préfèrent couper un mois, et il y en a qui préfèrent pas couper, garder, je sais pas, 2, 3 séances par semaine en mode un peu au feeling comme ils veulent. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de couper et qui veulent continuer un peu en pleine bourre, etc. Et ça dépend aussi des profils, je pense, psychologiques des gens, plus que des profils physio, parce que encaisser de la charge d'entraînement et tout, avec le temps, ben, tout le monde peut le faire. Mais en fait, psychologiquement, des fois, c'est plus dans ce sens-là qu'on a besoin, parce que bon, à s'entraîner, comme je disais, tous les jours, 2 fois par jour, toute l'année, bon, bah, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'as envie de faire autre chose. Donc, Et justement, tu commences à évoquer comment pourrait s'organiser un débutant ou une débutante qui s'entraîne 3-4 fois par semaine. Justement, parlons de ça, c'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Ce serait quoi le seul conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui débute le triathlon aujourd'hui et qui découvre les 3 disciplines? On a déjà fini l'épisode, Charlie? Non. Ah, je t'ai piqué ta question, mais voilà, dans l'idée de conseiller les débutants, ce serait quoi ton conseil numéro 1? bah, je pense que c'est déjà, de pas vouloir se précipiter euh, et de vouloir prendre son temps pour progresser et surtout pour apprécier le truc, quoi. Parce que globalement, comme on disait, les séances dures, bon, bah, ça fait plaisir de voir qu'une séance dure, elle devient de moins en moins dure au fur et à mesure, que les allures progressent, etc. Mais c'est pas forcément ça qui est bénéfique. Au début, il y a forcément un progrès qui est ultra important parce qu'on part de zéro ou de rien. Et derrière, ben, on voit les résultats à court terme qui sont super encourageants et on a envie de continuer là-dedans parce que en fait le fait d'avoir fait de l'intensité, bah, ça a fait progresser directement et on est directement bien. Mais à long terme, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Donc forcément, c'est prendre son temps. Et ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 quand tu commences, je pense, n'importe quelle discipline. Et, euh, et surtout, pas chercher à vouloir en faire trop dès le début parce que enfin, quand tu commences, tu n'es pas capable d'encaisser une charge, même s'entraîner 10 heures par semaine, c'est beaucoup quand tu n'as rien fait avant. Musculairement, tendineusement, même nerveusement et tout, c'est des volumes qu'on n'est pas capable d'accepter. Moi, quand je parle avec des gens, enfin, je trouve qu'on banalise un peu maintenant un peu le sport d'endurance. Tout le monde en fait. En tout cas, moi, dans mon milieu, tout le monde en fait. Euh, Moi, je m'entraîne avec Thomas Navarro, Justine Guérard, enfin Vincent Terrier qui était pro aussi avant, maintenant qui fait plus du groupe d'âge, etc. Et, bah, on s'entraîne 20-25 heures par semaine. Sur les stages, on fait 30-35 heures. Oui, c'est des volumes énormes, mais ça fait longtemps qu'on le fait et en gros, on est habitué à la charge. Donc, c'est clair que faire des stages d'entraînement quand tu commences le triathlon, bah, c'est bien, mais s'envoyer des 20-25 heures par semaine, même si tu fais que ça et que tu travailles pas et tout à côté parce que tu es en semaine de stage, enfin, c'est pas incroyable, quoi.
Et puis, Donc, on en profite, hein, mais un stage, ça se prépare aussi, hein. Alors, peut-être pas pour les pros, mais quand on est amateur, quand on se prépare à se mettre 20, 25, 30 heures dans la semaine, on prépare aussi un peu les semaines d'avant. On décharge un peu, on prépare le corps, on mange mieux, on dort mieux, etc. Parce que c'est traumatisant. L'objectif d'un stage, c'est de progresser, c'est de mettre de la charge, mais c'est pas de finir plus cramé après qu'avant. Et aussi un autre conseil, j'y pense maintenant, mais c'est aussi vachement se concentrer sur la base avant de se concentrer sur les trucs un peu, les fioritures, j'appelle ça à côté, quoi. Tu veux dire Parce qu'on fait que pas du double seuil dès son 2e mois d'entraînement? je fais pas de double seuil, moi. En course à pied, par exemple, double seuil en course à pied, je crois que j'en ai jamais fait, même en préparant un marathon. Enfin, honnêtement, c'est des choses qui demandent un peu d'être expert dans le truc pour arriver à une telle charge dans une journée. Parce que ben, forcément, double seuil, bon, ben, même si c'est contrôlé physiologiquement et tout, surtout qu'une personne qui va faire un double seuil, quand elle commence, en général, le premier, il sera trop intense parce que elle va dépasser, les seuils physio qui sont recommandés. Et après, le deuxième, il sera trop dur parce qu'elle sera trop fatiguée du premier. Donc moi, j'aime bien le double seuil, par exemple, avec 2 sports différents. Déjà, c'est un peu mieux. J'aime bien faire ça dans mes 3 intensités dans la semaine. Je vais toutes les concentrer, par exemple, au milieu. Je vais faire seuil à vélo, seuil en course à pied le même jour. Et le lendemain, je fais seuil en natation. Et comme ça, au moins, j'ai fait toutes mes intensités regroupées. Et derrière, je cale le volume autour. Mais voilà, ça dépend aussi des périodes de l'année, quand est-ce que les courses sont là, etc. Mais oui, le double seuil, ouais. Et du coup, se concentrer sur les bases avant de tout le reste. Penser à bien dormir, penser à bien manger. Euh, Enfin, C'est ce moi, qu'on par appelle exemple, l'entraînement invisible, quoi. Faire attention à tout le exactement. reste. Ouais, bien dormir, bien manger. Quand tu vois, j'aime bien cet exemple parce qu'il y en a qui préfèrent acheter des vélos à 10 000, 12 000 euros et qui ont un matelas qui a 30 ans et où ils dorment mal dessus. Et alors qu'un matelas, ça doit coûter quoi? Un bon matelas, ça doit coûter 800, 1000 euros si on s'en sort bien. Donc forcément, ça, c'est des choses qu'on oublie souvent quand on commence et on veut vraiment s'entraîner et on ne pense pas au reste. On dort 5 heures la nuit, on ne mange pas assez parce qu'on veut perdre du poids, on veut s'affûter, etc. Mais en fait, par exemple, moi, la semaine dernière, je me suis entraîné 31 heures, j'ai calculé un peu ma dépense énergétique pour rigoler parce que j'ai fait des cookies hier soir et j'en ai mangé plein. Et en fait, je me dis, mais tu peux manger à volonté parce que j'ai dépensé, je crois, 40 000 kilocalories dans la semaine. Donc ça fait du 5 600 par jour. Donc en fait, 5 600 par jour, si tu veux les manger, t'es obligé de manger, quoi. Ouais, j'ai vu ça quand j'ai fait mon défi. D'ailleurs, j'avais croisé Thomas Navarro quand je suis passé à Nice. Je consommais 10 000 calories par jour sur 26 jours. Je peux te dire que quand je suis arrivé au bout, j'étais bien sec, quoi. Et tu peux bouffer tout ce que tu veux. 6 000 calories par jour. Déjà, faut manger 10 000 calories par jour. Déjà, faut manger toute la journée parce que tu peux pas te contenter de 3 repas. Ouais. Et puis même sur toute la journée, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 5 repas à 2000 kilocalories et c'est difficile, quoi, à assimiler et à absorber. Ah oui, c'est Donc, clair. Bon, après, il y a des trucs vraiment caloriques, mais donc pensez-y aussi pendant que vous vous organisez des stages, hein. La bouffe, ouais. c'est important. La Il bouffe y a en s'entraînant et avant l'entraînement, en s'entraînant et après l'entraînement, et après. apport en protéines, etc. Un athlète d'endurance, il doit être à 2 grammes par kilo par jour, ce qui est beaucoup hein, pour quelqu'un de 70 kilos. On a 140 grammes par jour, 140 grammes de protéines, faut envoyer. Hein. Ouais, parce que 140 grammes de protéines, c'est pas un steak de 140 grammes. C'est un Non, petit peu plus quand même, hein. 100 Pour ceux grammes qui de mangent bien. poulet, c'est 100 grammes de poulet, c'est 20 grammes de protéines par exemple, donc un truc comme ça. Ouais. Donc en fait, il faudrait manger 700 grammes de poulet par jour pour avoir assez, quoi. Bon courage. Bon, il y a les œufs qui est une bonne source de protéines aussi. Mais bon, on va peut-être Ouais, pas faire un podcast sur la nutrition, mais 7 grammes par 7 grammes par œuf. Ouais. C'est plus facile d'avaler 10 œufs que d'avaler 10 poulets quand même. Ouais.
Écoute, super intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui te venaient en tête? Là, le dernier sujet, c'était quand même important, je pense. Vous n'avez pas d'autres sujets, moi? Pour vous, Non, pour mais moi? moi, j'ai une question parce que vu que Charlie m'a piqué ma question de comment devenir triathlète, quel est le bon tips pour ceux qui démarrent? C'est une question qu'on ne pose pas souvent à nos invités, surtout les pros. Tu te vois où dans 10 ans? Alors, faire du surf aux Antilles. Cool, cool. Non, je rigole, je sais pas. Franchement, je sais pas. Faire du surf Je, sur un vélo aux Antilles. Mettre je le le, vélo je, sur le surf, ça peut être pas mal ça. je le vis plus année par année en mode je vois ce qui se passe à la fin de l'année et je vois. Comme on dit, c'est un process à long terme. Je pense que tu es récompensé seulement si tu entraînes beaucoup chaque année. Le volume annuel, il est forcément ultra, ultra important. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de surveiller, le volume à l'année. Par exemple, là, actuellement, mes meilleures années, c'était je crois 12 500 km en vélo, 2700 à pied et la nata, je crois que c'était genre 600 ou 700. Donc ça reste quand même des belles années en termes de volume. Mais je pense que j'ai encore un peu de marge. Cette année, je vais vraiment essayer de passer un step là-dessus. Là, par exemple, en course à pied, je crois que je suis déjà à 1300. Bon, avec la prépa marathon et tout, ça joue beaucoup. À vélo, je suis quasiment à 5000. Donc, on a fait que 4 mois. Donc, je me dis que si ça continue comme ça, en gardant ce rythme, ça peut faire une belle année. Euh, Et forcément, c'est la répétition de belles années qui fait qu'au bout d'un moment, ça marche. Et ça arrive pas au bout d'un an d'entraînement dur. Entraînement dur. Donc voilà, il faut qui va loin ménage sa monture. C'est beau. Charlie, Mais une dernière. il faut la bouger un peu quand même aussi. Ouais, il faut la bouger un peu à la monture. Ouais. Puis il faut la changer parce que chez les triathlètes, on aime bien changer de vélo régulièrement. Ouais, et pas de matelas. Ouais, c'est moins joli à mettre la photo du matelas sur Strava ou sur Insta, donc c'est vrai qu'on a plus tendance à changer de vélo. Ouais, ça dépend. Tu peux avoir un partenaire qui fait des matelas et là, du coup, tu peux tartiner, non? C'est vrai. Non, c'était hyper intéressant. Merci, Rémi. C'est vrai que c'est un profil quand même un peu atypique le tien, c'est-à-dire exploser aussi vite lors de sa première année en pro. Aujourd'hui, s'entraîner seul et s'autogérer. C'est hyper cool parce que voilà, les résultats parlent pour toi et en même temps, on sent que tu arrives dans ce truc avec encore plein de potentiel à aller chercher, plein aussi de trucs à confirmer au meilleur niveau. Du coup, c'est quoi? On espère ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, c'est te retrouver sur les championnats du monde à la fin de l'année. Bah oui, ils seront à Nice. J'aimerais Forcément. bien, mais à la fois, en fait, j'ai remarqué un truc aussi psychologiquement, c'est que quand je cherche à avoir quelque chose et que je veux faire un résultat, je l'ai pas. Et quand j'y vais en mode, enfin, j'y vais pour faire le meilleur de moi-même et le résultat, je m'en fous un peu. Et ben, c'est là où ça marche. Donc, je préfère pas me prononcer sur ce que je veux faire avant, plus que me dire, bah, vas-y, je veux faire un top 10 à Francfort, ça serait vraiment génial. Et au final, bah, tu es en dehors du top 10, tu te décourages un peu et ben, pendant ta course, tu t'abandonnes, tu baisses les bras. Euh, c'est un peu ce qui m'a réussi, moi, jusqu'à là, c'est d'y aller un peu sans prétention en me disant, bah, tu t'es très bien entraîné, tu as été super régulier aux entraînements, tu t'es pas blessé. Euh, Enfin, tu peux faire une super course, donc j'en fais cette super course. Après, le résultat, il viendra avec cette super course qui sera faite. Euh, Ce qui m'est arrivé, moi, en groupe d'âge aussi, pas mal de fois, parce que j'ai gagné le Half de Nice en 2022. Euh, et après, j'ai fait vice-champion du monde en 25-29 à Saint-Georges, aux États-Unis, avant de passer pro, du coup. Donc, j'avais quand même validé quelques étapes avant de passer en pro, parce que, parce que je pense que c'est aussi, ça passe par là. Euh, donc, enfin, forcément, ça vient pas de nulle part, tout ça, mais le côté un peu le prendre sans prétention et d'arriver sur la course et donner le meilleur de soi-même, ça m'a beaucoup, beaucoup permis de performer sans attendre quelque chose de moi-même directement.
Et du coup, j'ai réussi mes courses comme ça. Enfin, mes meilleures courses que j'ai fait, c'était, par exemple, le championnat du monde, c'était, voilà, déjà, tu es au championnat du monde en pro, ça fait juste que depuis le début de l'année, donc même si tu te rates, au pire, qu'est-ce que ça fait? Tu as déjà réussi, en gros. Kiff, juste kiff. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis éclaté, moi, toute la course, que ce soit à Hambourg, au championnat du monde et tout. Et un peu moins ce qui s'est passé l'année dernière, du coup, parce que forcément, en 2023, j'ai fait une bonne saison et j'avais des prétentions de résultats, des envies de bien faire, etc. Et puis, au final, moi, j'ai tout raté. Donc, voilà, ça marche pas comme ça. C'est d'y aller. Après, ça dépend des gens. Il y en a, ils vont être animés par l'envie d'être sur le podium, de gagner, de réussir et tout. Moi, ça marche pas du tout comme ça. Parce que, en fait, j'ai plus tendance à baisser les bras si je suis pas dans les objectifs que je me suis accordé au début, quoi. Ouais, donc 2025, on te souhaite juste d'y aller tranquille et puis qui sait sur un malentendu, sur un malentendu dont la préparation paye, hein, peut-être qu'on te verra à Nice, mais pas en tant que spectateur, en tant que participant, puis voire même sur le podium. Ouais, de toute façon, même pas. Si je suis pas au championnat du monde à Nice, je suis pas spectateur. De toute façon, cette année, c'est à Nice, donc on t'y verra. Oui. Nickel. Écoute, merci beaucoup, Rémi. Dernière question. Ça se passe où si on veut te suivre, t'encourager? Alors, en off, tu me disais LinkedIn, peut-être pas trop, mais c'est pas grave, tu réponds quand même. Non, mais le meilleur endroit pour pouvoir échanger avec toi? Sur Insta ou à Facebook, pas trop non plus, mais LinkedIn, maintenant, j'ai réactivé les notifications aussi. Ça marche. Puis on passera. Si on est à Nice, on passe te voir. De toute façon, c'est pas dur. Si vous voyez un avion de chasse qui passe, c'est juste qu'il est en endurance et il s'appelle Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Merci Avec Rémi. plaisir. Bonne journée, bonne semaine.